Wow, salut les artistes. Aujourd'hui, on va parler de design, et franchement, c'était même pas prévu. J'étais tranquillement en train de rédiger la prochaine vidéo sur un sujet incroyable, et histoire de me détendre, tranquille, t'as vu, j'ai voulu mettre une petite série en parallèle, quoi. En bon client Netflix, Disney+. On s'en fout, abrège. Mais j'y arrivais, là. Laisse-moi parler, tu sais. Bref, je souhaite un peu les nouveautés, les tendances, histoire de voir un peu ce qui se fait, et là, je tombe sur une série, vous devinerez jamais laquelle. Loki? Comment tu sais? C'est dans le titre de la vidéo, blaireau. Perspicace. Générique. Alors je ne déconnais pas quand je disais que j'avais pas du tout prévu de faire de vidéo sur cette série, mais là c'est pas que j'ai repéré du design en arrière-plan. Non, c'est qu'on m'a vomi du design à la tronche à chaque instant de la série. Ah mais là c'est une soirée tech paf après avoir mangé une grosse choucroute. Quel rapport avec la choucroute? Laisse tomber. Pour faire simple, la série Loki pullule de design, il y en a partout. Et le plus cool, c'est que c'est pas juste pour faire beau, c'est justifié dans l'histoire. Je m'explique. Loki est donc une mini-série dérivée du MCU, Marvel Cinematic Universe pour les profanes. Univers des super-héros Marvel portés au cinéma, pour les profanes nuls en anglais. L'histoire est basée sur le personnage de Loki, célèbre dieu de la malice, frère de Thor dans la mythologie nordique, qui se fait arrêter par une organisation cosmique, le TVA, sorte de police du temps qui régule les anomalies temporelles, car il est à l'origine de troubles dans le continuum espace-temps. Nom de Zeus. Mais j'en dis pas plus parce que ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Ce que je peux dire en revanche sans spoiler, c'est que le rapport visuel à l'intemporalité est extrêmement intéressant. En effet, on considère que le TVA est complètement hors du temps et possède son esthétique propre, qui a quelque chose de futuriste et de rétro à la fois. De rétro-futuriste. Et qu'est-ce que le rétro-futurisme, tu vas me dire? Oui, j'allais le dire, ouais. Bah tiens, tu penses que ça ressemblera à quoi le futur dans 100 ans? Oh, je sais pas, je pense qu'on sera sûrement utilisé comme source d'énergie par les machines qu'on aura créées devenues complètement incontrôlables, qui nous maintiendront dans un état d'asservissement total via des cocons cybernétiques nous projetant des images mentales fictives. Ça c'est Matrix? Ouais, mais rien ne nous dit que ça va pas arriver, hein. Ok, admettons. Donc, si ce que tu prédis ne se produit pas, et que dans 100 ans, on a créé, je sais pas, des villes sous-marines, écologiques, et que le degré maximum d'hostilité des machines envers nous se résume à ton grille-pain qui te crame ta tartine le matin. On pourra dire que ta vision, ta prédiction aura été erronée, on est d'accord? Ouais. Eh ben, le rétrofuturisme, c'est ça. Dans les années 50, tout le monde pensait qu'en l'an 2000, on aurait des voitures volantes, des soucoupes, des trains hypersoniques, et des villes hyper stylées et impeccables, quoi. Eh ben non. En fait, on roule en Dacia Sandero, les avions sont moins stylés parce qu'au moins avant, il y avait le Concorde, les trains sont tout le temps en retard, et ça pue la pisse dans les rues. Ils se sont quand même bien gourés, les mecs. Et cette vision erronée, très édulcorée du futur, a donné aujourd'hui naissance à ce mouvement, le rétrofuturisme, qui mélange paradoxalement technologie très futuriste et éléments rétro des années 60-70 qu'on pensait suffisamment aboutis pour traverser le temps tel quel. Genre les écrans cathodiques qui sont morts et enterrés. Dans la série Loki, on est en plein dans l'esthétique rétro-futuriste. Ça c'est rétro, ça c'est futuriste. Rétro, futuriste. Donc, quoi de plus logique que du mobilier des années 50-60 pour dépeindre un univers rétro-futuriste? Bah rien. Allez, parlons de design, et on va la faire courte parce que l'idée n'est pas de disserter sur chaque objet, hein. Il y aura sûrement des vidéos où je traiterai de ces produits individuellement. Là, on va surtout mettre en lumière la qualité du choix des produits montrés à l'écran dans ces 2 premiers épisodes, le 3e n'étant pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la table Tulip par Eero Saarinen en 1956. Soit l'une des tables les plus célèbres au monde. C'est bon? Elle a tout ce qu'il faut pour être une table parfaite, très graphique, très bien fabriquée avec des matériaux de qualité, notamment un plateau en magnifique marbre de Carrare blanc ou en marbre Marquina noir, et très pratique car elle n'a qu'un pied central. D'ailleurs, l'idée de ce pied central naît de la volonté de Saarinen d'en finir avec les, je cite, forêts de pieds de table et chaises qui rendent ce monde laid, déroutant et agité. Contrairement à Tarantino, il aimait pas les pieds, lui. La table Tulip est toujours éditée chez Knoll, mais il faut craquer le PEL pour se la payer. Ah, je préviens. Avec la table Tulip, on a bien sûr une chaise Bertoia, toujours de chez Knoll. Cette chaise emblématique a été conçue par Harry Bertoia en 1950. Selon ses propres termes, cette chaise est une étude sur l'espace, les formes, le métal. Si vous la regardez, elle est faite principalement d'air, comme une sculpture légère. L'espace la traverse. Je pense que ça suffit à expliquer le produit. Masterpiece. Ça veut dire chef-d'œuvre en anglais. Next. Ça veut dire suivant. Ensuite, de manière très très discrète, mais on n'échappe pas à mon œil de faucon, De vrai. un chariot USM. Le système d'aménagement USM à l'air étant originaire des années 60, c'est encore un choix judicieux pour coller à l'esthétique rétro-futuriste recherchée, même si c'est pas fastoche à repérer dans cette scène. On retrouve des éléments plus visibles dans l'épisode 2 en arrière-plan.
Je sais que ça fait 15 fois que je le dis, mais je vous assure, on en reparlera sur la chaîne du SM parce que c'est bien trop important. Niveau fauteuil, on retrouve une belle flopée de fauteuils IMS EA217 qui sont dérivés de l'Aluminium Group, gamme de fauteuils de bureau très haut de gamme conçue en 1958 à la base pour des particuliers, avant d'être lancé en grande série par Vitra pour l'Europe et Herman Miller pour l'Amérique. Le modèle EA217 est grosso modo le même que le EA117 de l'Aluminium Group, mais avec des gros coussins de rembourrage pour l'assise et le dossier. Qui donne envie de se vautrer dessus, clairement. Ticket d'entrée, 3390€. Je vous laisse faire le calcul par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Bon après c'est du vrai produit d'équipement, ils sont tellement qualitatifs qu'ils sont garantis 30 ans par Vitra, ils sont sûrs de leurs produits les mecs. Toujours dans la gamme Vitra Herman Miller par Charles Ray Eames, on retrouve des chaises DSX sorties en 1950 qui sont les premières chaises à coque plastique produites en série au monde. Les Eames avaient pour objectif de rendre le meilleur accessible au plus grand nombre, et c'est ce qu'ils ont fait grâce à ces assises de type A et de type S. Il est vrai qu'aujourd'hui ces produits sont de moins en moins accessibles avec l'augmentation annuelle du marché, mais l'idée de démocratiser le beau était louable à la base. On salue l'idée. Salut. Ici, on retrouve des fauteuils Barcelona qu'on ne voit même pas en entier, mais qui sont reconnaissables entre 1000, qu'on a déjà vu dans American Psycho par exemple. Dessiné par l'allemand Ludwig Mies van der Rohe pour son pavillon d'architecte de l'exposition universelle de Barcelone en 1929, qui est devenue une des plus célèbres architectures du modernisme tant elle est réussie. Les fauteuils ont été conçus par Ludwig pour finaliser son pavillon, la petite cerise sur le gâteau pour ainsi dire. C'est édité chez Knoll, ça coûte un rein, mais c'est beau putain. Niveau éclairage, on retrouve à plusieurs reprises des lampes Pantella de Werner Pantone, dessinées en 1971 pour la maison Louis Poulsen, qui ne sont pas sans rappeler quelque chose. Sacré Werner, il hésitait jamais à acheter un petit coup d'œil à la copie du voisin. Mais il nous a sorti de très belles pièces en fin de compte. Cette petite lampe a vraiment une gueule rétro dont on ne pouvait pas se passer pour réussir l'esthétique rétro-futuriste générale de la série. Un produit pas donné mais qui reste achetable pour les fans des 70s et des belles courbes. J'aime les courbes et je ne m'en cache pas. Pour finir, on va parler d'un autre fauteuil d'exception produit par Vitra et Herman Miller, toujours dessiné par Charles Ray Eames, le Lobby Chair ES104. Ça, c'est vraiment le fauteuil du boss. Non seulement ça coûte au moins 3 organes vitaux, mais en plus c'est pas celui qui a le mieux traversé le temps visuellement comparé à un EA117 par exemple, mais c'est le fauteuil qu'il te faut si tu veux être le boss. T'es obligé de te retourner comme ça avec. Le fauteuil a été initialement dessiné en 1960 pour le Time Life Building de New York qui, comme son nom l'indique, a abrité les magazines Time et Life. Puis, tout comme l'Aluminium Group, le fauteuil a été produit en série parce que tout le monde en voulait. Enfin tout le monde. Les boss quoi. Bref, voilà les tueries du design qu'on a pu apercevoir dans Loki en seulement 2 épisodes, soit à peine plus d'1 heure d'image. Autant dire que ça grouille de design de partout. J'ai pas pu vraiment me concentrer sur le scénario du coup, faudrait que je me les refasse pour savoir un peu de quoi ça parle en fait. Ouais parce que maintenant quand je regarde un film ou une série, je vois plus ce qui se passe au premier plan. Je suis là à traquer le moindre petit bout de chaise qui traîne dans un coin. C'est vraiment chiant pour capter l'histoire, Déformation professionnelle à la con. D'ailleurs j'ai repéré des détails amusants dans un autre domaine tout aussi intéressant que le design, c'est dans les costumes. Par exemple, dans la série, au lieu d'avoir des cols de chemise classiques, la pièce de tissu qui joue le rôle de col descend carrément sur les épaules. Un peu chelou, mais assez stylé. Et comment il fait pour mettre sa cravate ? Également, je pense que vous avez tous déjà remarqué qu'une veste de costume classique possédait des revers à cran qui ressemblent à ça, ou encore à ça. Et bien dans l'univers fictif de Loki, ils ont fait carrément l'inverse. Au lieu d'avoir des morceaux de tissu repliés vers l'extérieur pour former les revers, ils ont fait une double couche de tissu et ils ont découpé une forme de revers dans la couche supérieure, ce qui donne un effet de revers en trompe-l'œil. En tout cas, ça joue à la fois sur des codes classiques et novateurs, donc c'est très cohérent avec l'univers mi-passé, mi-futur de la série. Si le sujet vous intéresse, allez voir la chaîne des discussions sartoriales d'Hugo et Sonia pour en apprendre plus sur l'art sartorial. L'art sartor quoi ? Va voir, tu verras. Je te mets le lien en description. Tout ça pour dire que la série a une esthétique très aboutie jusque dans les petits détails du mobilier, et même des costumes, et ça fait plaisir. Bon, franchement, elle est prometteuse cette série. Je vous conseille d'y jeter un œil. En plus, j'ai pas un petit côté Loki avec cette coupe, sérieux ? Non.